Bonjour, je vous retrouve pour la première fois ce matin depuis le début du confinement parce que ça fait un moment que vous me manquez et que ça me manque de papoter des livres ou de faire des rencontres à la librairie, etc. etc. Alors je me suis lancée, c'est le 1er avril, n'ayons peur de rien, pas de blague aujourd'hui mais quand même sur la thématique maritime puisque j'ai envie de vous lire un petit extrait de ce très beau texte de Jacques Josse qui s'appelle Débarquer. L'histoire d'un homme, d'un père qui a rêvé de prendre la mer toute sa vie et qui est resté au bord, voilà, au bord, échoué, débarqué. Je vous lis un petit extrait et voilà, j'espère que ça vous plaira et j'espère que c'est le début d'une longue série de lectures, ou en tout cas peut-être pas trop longue si on arrête le confinement, mais peut-être que je continuerai après. Voilà, si ça vous dit et si j'ai le temps après, une fois la réouverture de la librairie. Voilà. Le dimanche commençait en roue libre. Pas de hâte, pas d'horaire à respecter. Il feuilletait son journal, écoutait la radio, chanson à la demande. Fréhel, la reine des Apaches, interprétait le fils de la femme poisson, et Lucienne de Lille faisait pleurer tout le monde avec les roses blanches. Il écoutait d'une oreille distraite, se resservait en café, avait à cœur de mettre ce jour de repos à profit et de le partager avec nous, tout au moins jusqu'en fin d'après-midi. Dans la soirée, l'approche du début de semaine et son cortège de tracas, de kilomètres à parcourir par tous les temps et de jours vécus loin de sa famille commençaient à occuper ses pensées, et c'en était fini de sa bonne humeur. S'il ne pleuvait pas, et s'il n'avait pas reçu la visite de son cousin la veille, il nous invitait à prendre l'air. Nous répétions souvent les mêmes promenades. Dès 14 heures, nous fermions la porte de la maison. La ville était déserte. Il fallait moins de 5 minutes pour la quitter. On passait devant le cinéma. On entendait une musique endiablée, des cris d'Indiens, des chevaux au galop et des coups de fusil à l'intérieur. La rue se rétrécissait, devenait route étroite, puis se transformait, au fur et à mesure que nous descendions dans la vallée, en simple chemin creux. Le landau dans lequel dormait mon frère Hugues et que poussait ma mère cahotait en glissant dans les ornières. On atteignait rapidement le moulin. On s'y arrêtait pour profiter des remous de la rivière et du tumulte du déversoir qui propulsait avec fracas ses gerbes étincelantes sur les pierres. Celles-ci grondaient en répercutant un son de cascade. Il restait d'abord silencieux, fasciné par l'eau vive, aimanté par la puissance du débit, guettant dès décembre et jusque fin janvier le passage des saumons qui, par sauts successifs, nageaient à contre-courant pour revenir frayer à l'endroit même où ils étaient nés. On les voyait bondir et franchir des rideaux d'écume. Ils nous expliquaient leur périple semé d'embûches. Les plus faibles avaient succombé en chemin. Les autres, ceux qui offraient leur parade et leur chorégraphie majestueuse à nos regards, étaient partis de l'extrême nord, s'étaient mis en route quelque part en Norvège, avaient traversé les fjords, gagné la haute mer, essuyé des tempêtes, résisté aux attaques des mouettes, des sternes, des cormorans, contourné de nombreux barrages et évité, dès leur départ, les pattes griffues et les mâchoires acérées des ours polaires pour parvenir jusqu'à nous. Ils nous parlaient de leur incroyable capacité d'orientation. On ne comprenait pas tout, mais ils nous incitaient au rêve, en nous disant qu'ils avaient une connaissance parfaite du champ magnétique terrestre et qu'ils possédaient des repères célestes qui leur servaient de boussole, et ce, même quand ils évoluaient en eau profonde. À l'entendre, on pouvait penser que ces longs migrateurs amaigris nous rapprochaient tout à la fois, par une sorte de connexion magique et instantanée, en se faufilant ainsi près de nous, des ours qui étaient restés pataugés là-bas, dans les glaces, près de la banquise, et des étoiles non visibles à l'œil nu, parce que trop haut perchés dans la Voie lactée, qu'eux seuls étaient capables de détecter. C'était l'une de ces nombreuses façons de voyager. Il désignait du bras la direction qui lui semblait être celle où se situait le cercle polaire, et se figeait, homme stèle, immobile, debout entre ciel et terre,
aspirant l'odeur iodée de la mer qu'il savait en train de ronfler derrière les falaises, à 8 kilomètres à peine, poussé par un vent d'ouest qui, en cette période, ne mollissait jamais. Quand il était très en verve, il prolongeait ses déambulations imaginaires en nous entretenant de l'épopée des anguilles qui partaient se reproduire dans les eaux chaudes de la mer des Sargasses, une sorte de prairie maritime située, disait-il, dans une zone de calme plat, aux confins de l'Atlantique Nord. Au printemps, quand il nous guidait vers les hauteurs, sur les collines à l'écart de la ville, quand il s'arrêtait près des granges et des fermes bâties en pisé, il faisait montre d'une même admiration envers les hirondelles qui voltaient au-dessus de nos têtes. Il était subjugué par leur joie de vivre et leur énergie. Il expliquait qu'elles possédaient, elles aussi, un imparable radar intérieur et une redoutable résistance physique. Pesant à peine 20 grammes et ne mesurant pas plus de 15 centimètres, elles avaient parcouru 10 000 kilomètres en se nourrissant et en dormant en vol pour rejoindre un lieu précis, celui où nous vivions, qui était également celui de leur naissance. Il nous hissait sur ses épaules et nous incitait à scruter leur nid. Il détaillait leur coupe et leur minutieuse construction, faite de brindilles cimentées par de la boue à laquelle s'ajoutait leur propre salive. En Chine et au Vietnam, lâchait-il, certains gastronomes les croquaient en y puisant une force particulière. Perchés sur les fils électriques, ou nous frôlant en trissant pour rejoindre leur minuscule résidence sous les gouttières, elles lui permettaient, à l'image des saumons l'hiver, de quitter ses pénates à moindre frais. C'est comme s'il recevait en un éclair, ne manquant jamais de nous les transmettre, des nouvelles du continent africain, du désert saharien et de la mer Méditerranée. Y intégrer les mangeurs de nid, le propulser même jusqu'en Asie. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était donc Débarquer de Jacques Josse, publié à la Contralée. Voilà, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle lecture. Voilà, bonne journée!